Le mythe de l'Europe trouve son origine dans l'histoire de la princesse phénicienne Europée, dont l'enlèvement par Zeus a servi à expliquer, de manière symbolique, l'origine du nom du continent. La première mention écrite d'Europée apparaît chez Hérodote, vers 440 avant notre ère, qui lui-même exprimait son étonnement quant à la dénomination de cette partie du monde. Selon le mythe, Zeus, prenant la forme d'un taureau blanc, emblème figuratif de son navire, emporta la jeune Europée. Dans la version la plus connue, celle transmise par Homère, la fille du roi Phénix en Phénicie est enlevée par un Zeus tauromorphe, devenant par la suite la mère de personnages légendaires comme Minos, roi de Crète, et Rhadamante, figure du juge de l'au-delà. Ce mythe, qui associe à la fois la passion divine et les origines mythologiques d'un nom, semble également avoir été utilisé pour expliquer les conflits et les échanges entre Grecs et Perses. Ce n'est qu'au IIe siècle avant notre ère que Moschos, un aède originaire de Syracuse, établit explicitement le lien entre la dénomination grecque Europe et la jeune fille nommée Europée. Ainsi, le mythe de l'Europe remplit une fonction étiologique en fournissant une explication symbolique et narrative à l'origine d'un nom devenu emblématique d'un vaste ensemble culturel et géographique. Dans l'Antiquité, le mot Europe ne se limitait pas à une simple appellation mythologique, mais renvoyait également à une réalité géographique en pleine évolution. Sur le plan étymologique, plusieurs hypothèses coexistent. D'une part, certains chercheurs évoquent une origine grecque, dérivant peut-être des termes euris, signifiant large, et ops, signifiant visage, suggérant ainsi l'idée d'une vaste étendue. D'autre part, une origine sémitique, liée à la racine Ereb, coucher du soleil ou l'ouest, a également été proposée, faisant écho à la position occidentale de ce territoire dans l'imaginaire antique. Au-delà de ses origines linguistiques, la notion d'Europe a progressivement évolué. Initialement perçue comme une zone ambiguë et symbolique du monde connu, en opposition à l'Asie par exemple, elle s'est peu à peu concrétisée en un espace géographique délimité. Les premiers historiens et géographes grecs contribuèrent à fixer les contours de ce territoire, transformant ainsi une désignation d'origine mythique en un concept territorial plus précis, fondé sur des critères géographiques et culturels. Cette transition illustre comment dans l'Antiquité le terme Europe a su s'enrichir au fil du temps pour devenir l'un des marqueurs identitaires majeurs de la civilisation occidentale. Avant toute chose, l'Europe est donc une notion géographique. Le continent qui s'étend de l'océan Atlantique aux confins de la chaîne des monts Oural et de la mer Méditerranée au cercle polaire arctique a connu de nombreux changements en son sein au cours de l'histoire. L'Europe, c'est avant tout une diversité de paysages et de climats qui poussent les peuples à évoluer de manière différente. Vous imaginez bien qu'entre le nord de la Scandinavie et les îles grecques, les populations développent des cultures différentes dues aux climats différents. Ces évolutions liées à l'environnement varié que propose le continent européen ont eu de fortes conséquences. En effet, l'Europe est composée d'une multitude de peuples qui cohabitent, qui se combattent et tissent des liens entre eux. Ces rapports entre les peuples ont façonné le visage de ce vaste territoire, en créant des frontières, en les détruisant, en les déplaçant. Ce sont aussi ces liens entre les peuples qui ont permis de créer de nouvelles cultures mixtes, comme lorsque les Romains ont mélangé leur culture avec celle des barbares du Nord dès le 5e siècle de notre ère, ou encore aujourd'hui avec l'arrivée de nouvelles cultures grâce à la mondialisation. L'histoire de l'Europe est donc surtout une histoire de partage et de liens entre les peuples qui ont permis d'aboutir à ce que nous connaissons des nations européennes. Aucun pays européen aujourd'hui n'aurait pu se construire sans l'aide de ses voisins, sans leur influence ou sans un ancêtre commun. Mais malgré leur partage et leur mélange de cultures, les civilisations européennes ont tout de même des points communs. On peut faire remonter l'histoire de l'Europe en tant que telle à la Grèce antique, premier vestige d'une civilisation commune qui a rassemblé une partie de l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. Cette première civilisation a apporté une valeur essentielle à l'Europe aujourd'hui, la démocratie. Puis est arrivé l'Empire romain qui a réuni de nouveaux peuples et dont beaucoup se sont ensuite inspirés, puis l'Empire carolingien et le Saint-Empire. Toutes ces entités ont permis de façonner l'Europe à leur manière. Toutefois, existe-t-il vraiment une civilisation européenne ? Chaque peuple, même si aujourd'hui tous liés par l'Union européenne, a évolué différemment, a développé sa culture, sa religion et a son identité nationale propre. Et même avec son histoire commune, l'Europe a connu de nombreuses guerres entre ses habitants. Finalement, est-ce que les Européens se sentent vraiment européens ? L'Europe du XXe siècle a été bouleversée par des conflits violents. Qualifiés de guerre mondiale, 2 conflits ont ravagé le continent européen. Les sociétés ont été bouleversées et les frontières redéfinies. Au tout début du XXe siècle, l'Europe était marquée par des rivalités impérialistes. Les grandes puissances européennes cherchaient chacune à renforcer leur influence, à la fois sur le continent, mais aussi à travers leurs colonies. Des alliances militaires se sont également formées, contribuant à une escalade des tensions qui, avec l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand le 29 juin 1914, ont fait débuter une première guerre mondiale.
Les soldats se sont affrontés pour 4 ans dans les tranchées, faisant 20 millions de morts et 21 millions de blessés. Les populations civiles n'ont pas été épargnées, avec près de 10 millions de morts. La guerre a pris une ampleur mondiale, avec non seulement l'implication de l'Empire ottoman, mais également l'entrée en guerre des États-Unis en 1917. La guerre prend fin soudainement le 11 novembre 1918, quand fut signé l'armistice entre l'Allemagne et les Alliés. Les frontières ont été redéfinies, signalant la fin des empires européens. Alors que la guerre s'était finie, les troubles économiques et politiques ont persisté. L'Europe a été redécoupée et le traité de Versailles de 1919 imposait des conditions très dures à l'Allemagne, facilitant la montée d'une idéologie radicale, le nazisme. Le début d'une volonté de coopération a commencé à voir le jour à travers la Société des Nations. Elle est aujourd'hui vue comme le précurseur des Nations Unies, malgré son inefficacité à éviter un nouveau conflit. Le ressentiment allemand face au traité de Versailles a permis la montée d'un sentiment de vengeance incarné par ce régime nazi. Au-delà de l'Allemagne, le totalitarisme s'est étendu à l'Italie et le Japon poursuivait un expansionnisme militaire violent. La Chine est envahie par le Japon en 1937 et la Pologne par l'Allemagne en 1939. Les pays de l'Axe, dont l'Allemagne, ont dominé la guerre avec une stratégie de blitzkrieg jusqu'à la bataille de Stalingrad et à l'entrée en guerre des États-Unis en 1941. Les troupes alliées ont réussi à avancer et à forcer la capitulation allemande le 8 mai 1945. Les bombardements nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki mettent définitivement fin au conflit en août 1945. Le bilan de la guerre s'élève à 60 millions de morts, plusieurs millions de blessés et 30 millions d'Européens déplacés en raison des changements de frontières. La guerre a aussi été marquée par la Shoah, le génocide juif opéré par les forces allemandes et leurs alliés, qui a fait à lui seul 6 millions de morts. La guerre a prouvé la nécessité d'une organisation de paix et de sécurité, et l'ONU a en ce sens été créée en 1945. Les procès de Nuremberg ont également établi les bases du droit pénal international et des plans de reconstruction et de relance économique ont été mis en place. L'Europe était ruinée et une reconstruction politique et économique était nécessaire, même si elle faisait face à de nouveaux risques avec le début d'une guerre froide. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des débats se déploient autour d'une union des pays européens dans une conjoncture internationale marquée par les conséquences de la guerre. De fait, le traumatisme de celle-ci fait émerger la promesse collective d'un plus jamais ça, conjurant toute perspective d'un nouveau conflit et invitant les pays européens à une union durable et prospère. C'est autour des personnalités comme Konrad Adenauer, chancelier de la RFA, Alcide de Gasperi, chef du gouvernement italien de 1945 à 1953, Jean Monnet, commissaire général au plan en France de 1947 à 1952, Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères entre 1948 et 1953, ou encore Paul-Henri Spaak, député belge et premier président de l'Assemblée générale des Nations unies en 1946, que s'organisent les premières esquisses d'un projet européen. Face à la réduction de sa capacité de production, à la mise en place du plan Marshall ou encore à l'accroissement des tensions entre le bloc occidental et l'URSS, une période charnière de la construction européenne s'ouvre avec le traité de Bruxelles de mars 1948. 5 États, la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, prévoient une collaboration militaire, économique et culturelle à travers la création de l'Union occidentale. Quelques mois plus tard, c'est le Congrès de La Haye qui fait naître une véritable conscience européenne autour du projet de construction d'une assemblée et d'une charte des droits de l'homme afin de garantir une paix définitive. Le Conseil de l'Europe est finalement créé en 1949. Fort de 12 membres où les problèmes économiques, culturels et sociaux sont traités du point de vue de l'intérêt général du continent et non plus d'un point de vue national. Les premières étapes d'une construction européenne globale sont donc amorcées. Naît par la suite une intégration plus sectorielle, avec la création de communautés spécialisées. La CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, est créée à l'issue du traité de Paris en avril 1951. Prévoyant initialement de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune, elle est rapidement rejointe par les pays du Benelux et par l'Italie, et s'organise autour d'une autorité, d'un conseil, d'une cour de justice et d'une assemblée. 6 ans plus tard, en 1957, la Communauté européenne économique est créée par les pays signataires du traité de Rome, les États du Benelux, la France, l'Allemagne et l'Italie. Elle prévoit d'assurer, par une action commune, le progrès économique et social des pays en instituant un marché commun qui vise à long terme la suppression totale des droits de douane entre pays signataires.
Le succès indéniable prend place dans un contexte économique extrêmement favorable. C'est pourquoi sa communauté ne cesse de s'agrandir de 1969 à 1992, incluant progressivement le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark, la Grèce, l'Espagne et le Portugal. Le point culminant de la construction européenne aboutit après la chute du mur de Berlin et l'effondrement des régimes communistes de l'Est, avec la signature en 1992 du traité de Maastricht par les 12 membres de la communauté, instituant donc l'Union européenne. Le traité de Maastricht modifie les précédents traités européens et crée une Union européenne fondée sur 3 piliers: les communautés européennes, la politique étrangère et de sécurité commune et la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Mais elle institue également un marché unique, permettant la libre circulation des biens, des capitaux, des services et des personnes au sein des pays membres de l'UE. Au milieu des années 1990, une nouvelle intégration s'opère. L'Autriche, ainsi que 2 pays nordiques, la Finlande et la Suède, rejoignent l'Union européenne. Les années 2000 seront marquées par un vaste élargissement à l'Est, avec l'intégration de Chypre et de Malte, mais surtout celle de 11 pays d'Europe centrale et orientale, appartenant presque tous à l'ancien bloc soviétique. Enfin, l'adoption de l'euro par 11 pays en 1999 marque une étape clé dans le processus gradué de la construction européenne. L'instituant comme monnaie unique, le taux de change entre les monnaies devient fixe et la politique budgétaire est confiée à la Banque centrale européenne siégeant à Francfort en Allemagne. L'introduction des billets et de la monnaie ne se fera, elle, qu'en 2002. Par conséquent, le schéma de l'intégration européenne obéit à peu près au modèle d'intégration économique en 4 étapes, mis en évidence en 1961 par l'économiste hongrois Béla Balassa. Commençant par une zone de libre-échange, elle constitue ensuite une union douanière élargie en marché commun et finalement en une union monétaire symbolisée par l'adoption de l'euro. Aujourd'hui, l'Union européenne rassemble 27 membres et constitue une organisation sans équivalent dans le monde qui continue de défendre les valeurs de paix et de démocratie inhérentes à sa création. Mais aujourd'hui, l'Union européenne fait face à de nombreux défis qui mettent à l'épreuve sa cohésion et son avenir. Au premier rang apparaît l'enjeu majeur de la sécurité collective. Jamais, depuis 1945, le risque d'une guerre en Europe n'avait été aussi élevé qu'aujourd'hui, a jugé le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot devant l'Assemblée nationale. Or, parallèlement, la voix donnée à l'Europe concernant sa protection n'est plus entendue. Selon Stefan Wolf, professeur à l'université de Birmingham, l'Europe a connu de nombreux tournants et avertissements par le passé. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'un nouvel ordre multipolaire est en train d'émerger, et l'Europe n'est pas l'un des pôles. Les États-Unis et la Russie ont ainsi entamé les négociations pour mettre un terme à la guerre en Ukraine, sans consulter le principal intéressé ni ses alliés européens. Des solutions sont donc recherchées, comme le démontre le mini-sommet informel organisé à l'Élysée le 19 février 2025, réunissant 19 chefs d'État et de gouvernement de pays membres de l'Union européenne ou de l'OTAN lors d'une visioconférence. La question d'une armée européenne est également remise au goût du jour. Dans un discours à la conférence de Munich sur la sécurité, le président Zelensky a notamment encouragé à créer les forces armées de l'Europe, le temps où l'Amérique soutenait l'Europe simplement parce qu'elle l'avait toujours fait et révolu, a-t-il mis en garde. L'Europe doit également faire face à la montée des oppositions et au désintéressement. Depuis les premières élections en 1979, le taux d'abstention aux élections européennes n'a cessé de croître, passant de 39% à plus de 51% en 2024. Parallèlement, les mouvements populistes, nationalistes et anti-européens gagnent du terrain, notamment en Belgique et en France. Cet euroscepticisme a atteint son apogée au Royaume-Uni par le référendum du 3 juin 2016 qui a débouché sur le Brexit, entré en vigueur le 31 janvier 2020. L'immigration est également un sujet de division. D'un côté, le vieillissement de la population européenne rend l'apport migratoire indispensable pour soutenir le marché du travail et garantir l'équilibre des systèmes sociaux. De l'autre, les flux migratoires continuent de diviser les États membres. Certains plaident pour une politique d'accueil et d'intégration plus solidaire, tandis que d'autres prônent un renforcement des frontières et un contrôle strict des arrivées. Parmi les citoyens européens, ce sujet continue d'inquiéter, et 75% d'entre eux souhaitent un contrôle plus strict des frontières extérieures à l'UE. Face à ces défis, l'Union européenne tente de trouver une solution, notamment par le nouveau pacte sur la migration et l'asile. Toutefois, ce pacte lui-même a beaucoup été critiqué, notamment par les députés du groupe de gauche, The Left, qui évoque une sombre journée pour l'Union européenne, qui marque la fin du droit individuel à l'asile en Europe et qui constitue l'attaque la plus massive en matière de droit d'asile et d'immigration depuis la fondation de l'Union européenne. La transition vers une économie verte est également un objectif crucial pour l'Union européenne, mais elle se heurte à des obstacles significatifs. Face à ces défis majeurs, un enjeu demeure: concilier transition écologique et impératifs économiques sans compromettre la compétitivité européenne.
La politique de l'Union européenne a marqué un tournant avec le lancement du Green Deal en 2019, visant à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Il cherche également à stimuler l'économie grâce aux technologies vertes et créer une industrie et des transports durables pour réduire la pollution. Le bilan économique de l'Union européenne n'échappe pas non plus aux critiques. Le rapport Draghi alerte ainsi d'une possible lente agonie économique si l'Europe ne parvient pas à aligner ses efforts avec une vision commune et équitable. Selon ce rapport, l'Union européenne accuse un retard économique par rapport aux États-Unis et à la Chine. Ce document souligne la nécessité d'investissements massifs, estimés à 800 milliards d'euros par an. Cependant, les propositions de financement, notamment l'idée d'un emprunt commun européen, suscitent des divisions parmi les États membres. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'en apprendre davantage sur les enjeux de sécurité et de défense internationale. Si notre travail vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et la partager autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire pour nous donner votre avis. Pensez également à nous suivre sur notre Instagram @SorbonneONU pour ne rien manquer de nos événements, projets et prochaines vidéos.